Salut à tous. Bonsoir. Oh là 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 là. Eh, cet avion, le Yermolayev Yer-2, il est difficile à prononcer. Vous savez, je me suis entraîné toute l'après-midi là. Pas facile, hein. Et je connaissais pas cet avion. Et parfois, ça arrive que dans mes listes... voilà. Dans mes listes, il y a des trucs que je connais pas. Alors quelqu'un m'a dit qu'il était dans War Thunder. Armando, tu peux être mon C130. Ton C130, je vais le faire en HS, d'accord? Je vais le faire en HS, parce que c'est un avion de transport récent. Récent. Je vais le faire en... Je vais le faire en HS. Et en sub-goal, tu vois. Il sera en sub-goal, comme ça, c'est quand même un peu particulier. Mais voilà. C'est une purge sur War Thunder, très étonnant. Très très étonnant. Alors, car motorisé avec... Alors, pas tout n'a été motorisé en diesel. C'est un avion très très particulier. C'est un avion pas connu. Pourtant, vous allez voir que c'était un superbe avion en termes de performance. Mais il arrive à une époque très particulière, le Yermolayev. Et... Eh ben, des fois, mauvais endroit, mauvais moment. Vous allez voir que c'était un très très bel avion en termes de performance. Le souci, il est trop BR pour être bon. Ah ouais, normalement il devrait être... Le problème de cet avion, vous allez voir, c'est que ça vole en 45, mais ça vole aussi en 41. Donc soit vous le mettez en BR face à des TAS 152 Messerschmitt 262, soit vous le mettez face à des BF 109E. Vous voyez C'est un avion très particulier, pas connu, je connaissais pas. Donc je ne sais pas qui a demandé cet avion. Merci à toi. Bah oui, c'était dans ma liste. Quelqu'un m'a demandé cet avion dans ma liste. J'étais là, est-ce que je le mets dans ma... est-ce que je le mets dans ma liste d'avions pourris que je ferai un best-of? Et il s'avère que pas du tout. C'est pas un avion pourri, loin de là. Le fait qu'il soit totalement méconnu, il y a des raisons à cela. Pourtant, ça a volé pendant quasiment toute la guerre. Et c'est un avion, bon, par rapport aux chiffres des soviétiques, il y a des raisons de pourquoi ils en ont fabriqué si peu, même pas 400. Mais c'est un avion très très intéressant. Et une belle machine. Une très très belle machine au niveau performance. Ce qui est déjà pas mal. Ça aurait pu être un avion de merde. Hein, ça aurait pu être une grosse purge dégueulasse. Pas du tout. Loin de là. Au contraire même. Mais voilà, malheureusement, on le connaît pas bien. On le connaît pas bien. Donc ouais, pour ceux qui savent pas, le Yermolayev, c'est un avion qui va faire toute la guerre, 41-45, avec une pause curieux au milieu de la guerre. Et c'est un avion de bombardement stratégique rapide dans la profondeur. C'est un avion très rapide, il y a des raisons à cela. 400 km/h, on le verra même pousser jusqu'à 500 km/h, avec certaines variantes, capables de prendre 5 tonnes de bombes. Bon, vous vous en doutez, ça prend jamais 5 tonnes de bombes, hein, on en met beaucoup moins. Mais capable de prendre beaucoup de bombes. Que 4 membres d'équipage. Il est un peu dans la parfaite ligne directrice de certains avions, des Tupolev et compagnie très rapides des années 30. Et c'est vrai que c'est un avion très curieux. C'est pas un bombardier tactique moyen à proprement parler. Il a un gabarit de bombardier stratégique, mais en bimoteur. C'est un peu une anomalie. L'avion en termes de pensée, peut-être que ça va le desservir énormément. Parce que ce n'est pas un avion d'appui tactique comme le seront certains de ses contemporains, le Petriakov P2 ou le Sturmovik, dont on va reparler justement. Genre cette daube est meilleure qu'un B-24. Non, le B-24 est un bombardier stratégique lourd, pur. Lui est... Ah, c'est un bon avion. C'est un bon avion. Arbiteur Tu rigoles, bienvenue à toi, mec. Et merci. Arbiteur nous dit, j'ai découvert ta chaîne il y a 2 semaines et je regarde tous les War Tanks. Il y a un paquet de War Tanks quand même, hein. Fais attention à ta santé mentale, hein. Et attention, je raconte aussi des conneries parfois, hein. L'erreur est humaine, hein. Bombardier stratégique léger, il faut le voir un peu comme ça. Il n'y a que 4 membres d'équipage à bord. 4 membres d'équipage. Et il a une portée totalement folle de près de 4000 km. Il va battre des records, hein. Cet avion, non, il va battre des records en 39. Ça va battre des records. Mais pas connu du tout, hein. Voilà. Un bombardier polyvalent. Ah, il fait que bombardier, hein. Il est justement pas très très polyvalent. Et c'est vrai que c'est un avion curieux. C'est un avion extrêmement curieux. Donc cet avion, normalement, il rentre en service en 41, d'accord? Il va rentrer au service au pire moment
pour l'Union soviétique. Il rentre en service à l'été 41. Pas un bon moment, hein, pour lancer des chaînes de montage. Et les chaînes de montage vont tourner quasiment 6 mois et elles vont être éteintes. Pour des raisons pratiques. Et ils vont relancer les chaînes de montage début 44. Fin 43, début 44. Ils vont avoir un trou de production de 2 ans. Il y a des raisons à cela. Et l'avion va recommencer à voler au printemps 45. On va le voir aller, on va aller le voir bombarder Berlin. La pub armée de terre, non. Tu le connaissais avant d'étudier? Absolument pas. Je l'ai découvert. Je découvre des véhicules parfois. L'armée de terre fait de la pub sur Twitch, les mecs. Oh, et sur mes lives en plus. Ah, les rats. Incroyable. Je devrais demander des royalties. Donc ouais, un avion très très particulier. Surtout que cet avion, il vient des méandres et des fins fonds des années 30. Regardez, je vous montre en 1936. Voici le Bartini Stall STAL 7. Un exemplaire. Un avion civil. À la base, c'était Aeroflot qui voulait un transport de VIP rapide. Je pète la forme. C'est Aeroflot qui voulait un transport de VIP, donc un avion capable de prendre 10-12 passagers à plus de 400 km/h. Ça a daté de 1934-35. Et on avait Bartini. Vous savez que vous connaissez Bartini? Bartini, c'est un Hongrois qui a fini en 1922 en Union soviétique, un ingénieur hongrois, et qui s'est retrouvé en Union soviétique à bosser dans les départements aéronautiques. Et Bartini... Donc cet avion va voler en 37. D'abord, une petite parenthèse sur Bartini. Bartini, il a le problème un nom un peu trop italien. Et pendant les grandes purges, Bartini va être arrêté par le NKVD. Comme pas mal de ses collègues. Et vous savez, il y a énormément de gens qui vont être arrêtés, de grands ingénieurs. Et qui vont finir dans des bureaux d'études dans les goulags. Dans les goulags soviétiques, vous aviez des bureaux d'études. Et donc Bartini, lui, ne va plus s'occuper de son avion, le Stall, le STAL-7. Et Bartini, il va bosser, il va survivre à la guerre. Et Bartini, après, il va bosser sur des avions très curieux. Entre autres, les avions, ce qu'on appelle à effet de sol, qui volent très très bas. Par exemple, peut-être que vous avez déjà entendu parler des Beriev. C'est Bartini Beriev VVA-14. Des modèles un peu curieux, hein. Sodan, 29 mois. Merci mec, tu régales. La peltasse. Salut à toi mec. Beau pseudo. Le chat a de l'humour. Et donc Bartini était un peu un visionnaire dans certains domaines techniques. Je crois qu'il est mort dans les années fin 70. Vous connaissez les cranoplanes. Mais vous savez que les cranoplanes, c'est en partie Bartini. Donc ouais, vous connaissez indirectement Bartini pour pas mal de ses designs. Absolument, le monstre de la Caspienne. Alors celui-là, malheureusement, est abandonné sur une plage en Ukraine. Triste sort pour une superbe machine. Mais ouais, Bartini était un visionnaire dans certains domaines. Il y a eu des applications théoriques et techniques et pratiques après à ces théories, avec plus ou moins de succès. Mais pour vous dire que ce mec-là a fini au goulag, en 37. Voilà, il est pas passé loin de prendre une balle dans la nuque, comme pas mal de monde. Tupolev aussi, hein, vous savez Tupolev, vous connaissez bien Tupolev. Tupolev, il a fini aussi au goulag. Hein, tous ces mecs-là, ils sont pas passés devant le peloton d'exécution parce qu'ils étaient bons. Mais on les a fait bosser après comme des chiens dans les goulags. Eh, main d'œuvre gratuite, voilà. Donc ouais, donc Bartini, donc l'avion, le Stall 7. En plus, l'avion au premier vol va se crasher. Enfin, se crasher. Il va avoir un décollage qui va mal se passer. Mais l'avion n'est pas détruit. Le pilote n'est pas tué. Ils vont être capables... Donc, il y a une nouvelle équipe qui va récupérer l'avion. Et c'est Yermolayev. Voilà. Qui est ingénieur. Qui va récupérer tout le programme du Stall 7. Avec entre autres une partie de l'équipe de Bartini. Voilà. Donc voilà d'où vient le nom d'avion, de l'avion, d'accord. Yermolayev, YR2, c'est qu'on a eu un changement d'OKB, d'études techniques. Parce qu'il y a une partie du bureau qui est partie dans les goulags. Voilà. C'est la joie des grandes purges à cette époque. Donc on a eu un changement de développement, un changement de bureau. Donc c'est l'OKB 240 de Yermolayev qui va reprendre le développement de l'avion. Ils vont réparer, donc en 39, ils vont réparer l'avion.
Et cet avion, il va exploser les records en Union soviétique. Il va faire 5000 km en 3 escales avec 400 km/h de vitesse de croisière de moyenne sur les 5000 km. C'était du jamais vu en Union soviétique. Même en Europe à l'époque. C'est un superbe avion. C'est une superbe machine. Et c'est vrai que ils vont reprendre ça. Ils vont prendre toutes ces choses qui fonctionnent. Parce que vous pouvez vous en douter, c'est un véhicule civil. Il n'est pas armé. Hein. Il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de soute à bombe. Voilà. Les soviétiques vont demander, bon écoutez, vous nous en faites un bombardier. C'est commun à l'époque, hein. Vous prenez un avion civil qui fonctionne bien, le Junker 52 et compagnie, et vous nous en faites un bombardier. Et en l'espace de 1 an, ils vont faire voler le premier proto en mai 40. Et voici le superbe OB-40. Regardez-le. Osez me dire que cet avion est laid. Donc ça c'est le premier proto. C'est même pas encore le IR-2 qu'on connaît. On l'appelle OB-40. Et c'est les premiers, le premier prototype. Et c'est vrai que c'est un avion... Les lignes sont superbes. C'est un bel avion. C'est un avion qui aura pas mal de motorisations différentes. Ils vont mettre toute la gamme des moteurs soviétiques, hein, les Klimov 105, qui après on retrouvera sur les Yak et compagnie, et les P2. Ils vont aussi mettre les Mikulin M35 du MiG, avec une autre version, le Mikulin M37 qui aboutira pas. Et après, ils passeront l'avion en diesel. Donc le problème des moteurs diesel, c'est que forcément, vous avez un énorme gain en termes de consommation d'essence, mais vos moteurs sont beaucoup plus gros. Vous voyez? Donc il faut faire un sacrifice. Est-ce que vous voulez consommer moins d'essence et aller plus loin? Ou alors peser plus lourd aussi, et peut-être embarquer moins de charges utiles. Donc ouais, et... Donc cet avion, il va voler le 14 mai 40. C'est un superbe avion. Vraiment, pour l'époque, les lignes sont incroyables. Les lignes sont vraiment incroyables. Mai 40, c'est... Et les performances sont là aussi. Hein. On aura différents types d'armements. Ils vont nous mettre 2-12-7. Plus tard, on aura un canon de 20. Canon de 20, c'est toujours dangereux. Un canon de 20 en tourelle supérieure. Donc ouais. Et rappelez-vous que c'est un petit bombardier. 4 membres d'équipage. Donc ça sert à rien de mettre comme... Rappelez-vous, un B-24, il y avait 12 mitrailleuses. À l'heure de gloire du B-24, il y avait 12 mitrailleuses, vous voyez? C'était des hérissons. Là, vous avez un avion qui n'est pas c'est pas un bombardier stratégique lourd, d'accord? C'est un bombardier rapide dans la profondeur qui est là. Vous méprenez pas, ça va aller bombarder Berlin. Hein. Ils vont aller bombarder Berlin en 41, les mecs. Hein. En août 41, ils vont aller... Tu pourrais faire un tuto complet de Commandops? Non. Non. Non, ouais. Tu crois que je fais des tutos? Non. Tu joues, t'apprends et tu te fais péter la gueule, comme tout le monde. Ah, c'est compliqué, je sais. Mais après, t'essayes, t'apprends, et puis voilà. C'est le jeu. Ah non, je fais pas de tuto, j'ai pas la patience de faire des tutos. Hein. De toute façon, personne regarde. T'imagines un tuto sur Commandops? À part toi. Hein. Qui va regarder un tuto sur Commandops? Tu veux que je me fasse chier à faire une série de tutos alors qu'il y a toi qui va regarder? Ah, c'est terrible, hein. Donc ouais, ils vont lancer les chaînes de montage. Alors, l'avion est pas parfait, hein, mais ils volent très très bien. L'avion vole superbement bien. Ils ont jamais eu de problème avec les protos. Il y a des soucis avec l'avion, mais ce sont des soucis de jeunesse. C'est normal pour un avion de ce type d'avoir des problèmes. Les problèmes sont faits pour être résolus, mais il faut d'abord les identifier. Et l'industrie soviétique, parfois, a aussi certains problèmes qualitatifs avec certains systèmes. Et je me suis tapé les 2 heures. Bah voilà, il paraît qu'il y a déjà un tuto de Commandops. Voilà. Avion tout métal, bonne question, je pense que oui. Donc ouais, comme je dis, il y aura plusieurs motorisations en 41, ils vont pas mal tester. Là, vous avez le Klimov 105, qui est le même moteur que toute la série des Yak. Et donc ouais, l'avion, hop là, ça va rentrer en service à la pire période. Donc comprenez qu'il n'est pas encore... Les premiers... Les avions de série arrivent en 41 au moment de la déclaration de guerre. Ce qui est la pire période. La pire période, regardez-moi ça. Ça, c'est le... Vous voyez bien l'aile en mouette? C'est pas commun à l'époque. Vous avez très très peu d'avions avec cette caractéristique technique. Vous connaîtrez forcément le Corsair plus tard.
mais il y a des avantages à avoir ça. Donc ouais, c'est un avion très curieux en termes de design, mais les performances sont là. C'est un très très bon avion. Donc ouais, ils vont commencer, comme je disais, ils vont lancer les chaînes de montage en mars 41. Terrible. Mars 41 quoi. Et au moment de la déclaration de guerre, Barbarossa, ils ont 50 avions en service. L'avion est même pas encore opérationnel. Parce que avoir des avions, c'est bien. Mais il faut avoir les escadrilles, il faut avoir les pilotes, il faut avoir toute la chaîne logistique, les mécanos, il faut aussi l'entraînement. C'est pas si simple que ça d'avoir juste l'avion qui apparaît par magie. Vous avez toute une logistique derrière et l'avion va arriver en 22 juin 41. Il y a 2 escadrilles opérationnelles à partir de juillet. On va les envoyer bombarder Berlin, ça va très mal se passer. Il n'y a qu'un avion sur 3 qui va revenir. Et les soviétiques ne savent pas bien l'utiliser non plus. Le bombardement stratégique, parce qu'il est utilisé comme tel, c'est compliqué. Et les soviétiques ne savent pas trop quoi faire de cet avion. Surtout qu'ils ont d'autres problèmes. C'est que les Allemands sont quasiment à Moscou en décembre. Et ça pose un énorme problème. C'est qu'en août 41, les soviétiques sont face à leur propre destruction, littéralement. Ils démontent toute leur industrie, un des plus gros tours logistiques de l'histoire. On balance tout derrière l'Oural. Et qu'est-ce qu'on fait? La question est légitime pour les soviétiques. Imaginez en août-septembre 41, comment est-ce qu'on tourne la balance? Comment est-ce qu'on peut gagner cette guerre alors on a perdu plusieurs millions d'hommes dans les 6 premiers mois de la guerre? Et les soviétiques vont tirer quelques conclusions. Ils vont se dire, on va produire. On va produire comme des zinzins. Sauf que pour produire dans des quantités faramineuses, on va devoir simplifier au maximum nos productions. C'est-à-dire, on va se focaliser sur certains équipements dont on a extrêmement besoin tout de suite. Que ce soit les fusils, que ce soit les tanks, que ce soit les avions. Et il s'avère qu'un des énormes perdants de cette remise en question soviétique au niveau industriel de qu'est-ce qu'on produit, c'est le Yermolaïev. Le Yermolaïev, c'est un superbe avion en termes de performance et tout ça. Mais les soviétiques vont dire, tant pis, on va éteindre les chaînes de montage. Comprenez que les chaînes de montage, ils les ont ouvertes en mars. Ils les déplacent sur l'Oural en juin. Et ils ont fait que 50 avions. Ils sont à peu près à une centaine d'avions en août. Et mars, avril, mai, juin, juillet, août. Ils ont gardé 6 mois les chaînes de montage ouvertes d'un magnifique avion. Et ils les ont coupées. Ils les ont coupées parce que on va faire du Petliakov P2 à la place. On va faire du bombardier tactique d'assaut. Parce que le Yermolaïev, ça reste un espèce de petit bombardier stratégique rapide. On n'a pas besoin d'aller taper les villes allemandes. On a d'autres problèmes chez nous. Et ils vont se focaliser sur le P2. Le P2, dites-vous qu'ils vont en faire plus de 11 000 pendant la guerre. Et le Sturmovik, le Sturmovik, ils vont en faire 36 000. Donc dites-vous que les chaînes de montage du Yermolaïev, elles vont être converties pour faire des Sturmovik. Voilà, Sturmovik, 36 000 exemplaires. Combien d'exemplaires en tout du coup? Même pas 400. Même pas 400. Donc on aurait pu se dire que c'est la fin de la carrière du Yermolaïev. Il n'y a plus de chaîne de montage. Elles sont restées ouvertes 6 mois. Ils ont tout coupé. Le problème, c'est qu'on a 2 escadrilles qui ont les avions. Et ces escadrilles, on va pas les jeter. Et ils vont les utiliser. Ils vont les utiliser. Et ils vont les faire crever au combat. À l'hiver 41, on va les envoyer dessus Moscou. On va les utiliser comme avions d'assaut. Alors que ce ne sont pas des avions d'assaut, les Yermolaïev. Ils sont faits pour aller taper les gares de triage à 1500 km dans la profondeur. Donc les soviétiques, là, ont tellement besoin d'avions, sont désespérés, qu'on envoie ces espèces de bombardiers moyens lourds faire des missions d'attaque au sol. Et ça va être un désastre. Donc ils en avaient plus d'une centaine. Ils vont prendre... et rappelez-vous, il n'y a plus d'avions neufs. Il y a plein de pièces détachées. Là, les chiffres, je crois que j'ai des chiffres. En 1er octobre 41, sur les 63 en service, il n'y en a que 34 qui sont opérationnels. Donc ils sont quasiment à 50% de disponibilité, ce qui est normal. Pas de pièces détachées, pas de nouveaux avions qui arrivent. Donc tous les avions détruits ne sont pas recomplétés. Et ils vont continuer comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'avions. Ils vont cramer les escadrilles au feu.
Et ils vont survivre à l'année 42. Ils vont faire toute l'année 42. J'ai des photos incroyables. Ça, c'est pris à l'hiver 41. Regardez, c'est un bel avion, le Yermolayev. Hein. Il est superbe. Hein. C'est vraiment un superbe avion, mais il arrive au mauvais endroit, au mauvais moment. Les Soviétiques n'en ont pas besoin, et ils ont raison. Les Soviétiques ont d'autres priorités que de faire du bombardement stratégique. Il leur faut des avions d'assaut. Il leur faut des petits avions avec des grosses capacités de bombes pour aller attaquer les lignes de front. Ils n'ont pas besoin. Enfin, si, ils en auraient besoin, mais ils peuvent pas se le permettre. Donc, en soi, c'est un très bon choix des Soviétiques d'avoir privilégié que quelques modèles plutôt que de partir dans toutes les directions. J'ai trouvé une seule photo en vol. Une seule. Voilà. Une seule photo en vol de l'avion. Voilà. Donc ouais, ils vont les cramer à la tâche. En 42, on les retrouve sur le front du Don. On les retrouve en septembre 42 et compagnie à Stalingrad. Les derniers modèles, on les retrouve à Stalingrad, les avions. Et la dernière mission, ils vont survivre à Stalingrad, une poignée d'avions. Et la dernière mission, parce qu'après, il n'y a plus d'avions. 8 avril 43, les trois derniers IR-2 font leur dernière mission. Parce qu'après ça, ils peuvent plus voler. Et on va les convertir. Donc les derniers avions qui sont encore capables de voler, ils ont tout cannibalisé. Vous comprenez que pour les faire tourner, ils ont démonté les autres avions. Pour les faire tourner. Et ils ont été capables de les faire voler jusqu'en avril 43. Près d'un an et demi après l'extinction des chaînes de montage. Et après ça, bah, vous pouvez pas faire voler un avion éternellement s'il n'y a pas de pièces détachées et tout ça. Ils avaient la chance d'avoir un moteur que vous allez trouver qui était assez commun, qui est le Klimov M105. Donc c'est le même moteur que les Yakovlev et compagnie, que toute la série des Yak. Donc il s'avère que changer des moteurs n'était pas un problème, mais c'est tout le reste. Et c'est vrai que c'est entre autres grâce à ça, souvent le moteur est la partie la plus complexe. Mais si vous avez des moteurs, c'est bon. Donc ils avaient des moteurs. Et ils vont les faire voler jusqu'en avril 43, ce qui est totalement incroyable. Et après ça, ils vont convertir les gars sur Ilyushin IL-4, qui est lui aussi un autre bombardier moyen, un peu similaire. Et ouais, eux, là, ils en ont fait 5000 de cet avion. Donc vous voyez, les Soviétiques ont fait le choix d'abandonner le IR-2. Parce qu'ils avaient d'autres modèles, peut-être plus faciles à produire. Ils voulaient pas partir dans toutes les directions. Comme je dis, c'est un bon choix logistique. Mais ça sacrifie potentiellement un excellent avion. Et bah, en avril 43, c'est fini. Enfin, on pourrait se dire que c'est fini. En avril 43, les derniers avions volent. On les envoie à l'école de Tcheliabinsk, école de navigation de Tcheliabinsk pour l'entraînement. Parce que, comme je dis, c'est un très très bon avion. C'est ça le truc. Hein. Vous envoyez pas un mauvais avion à l'écolage. Jamais. C'est un superbe avion, le IR-2. Et voilà. Et ben non. Plusieurs mois plus tard, les Soviétiques, la situation militaire a changé. Ils n'ont pas autant le feu au cul qu'ils l'avaient peut-être en 41. Et alors qu'ils ont éteint les chaînes de montage en août 41, ça fait loin quand on est fin 43. Les Soviétiques vont prendre la décision, peut-être absurde, en fin 43, de relancer les chaînes de montage du IR-2. Ils vont relancer les chaînes de montage. Le Yermolayev, ils vont dire, écoutez, on veut des nouvelles escadrilles de Yermolayev IR-2. Surtout que l'avion, entre-temps, n'a jamais été vraiment abandonné. Ils ont continué, ils lui ont mis un nouveau moteur, un moteur diesel, le Charomsky M40. C'est rare de voir des avions à moteur diesel. Donc ce sont des monstres de moteurs. Et bah, fin 43, le problème c'est que les chaînes de montage, elles ont été éteintes. Elles n'existent plus, les chaînes de montage. Elles ont fait du Sturmovik, elles ont été recalibrées. On a eu 1 an et demi, tous les ingénieurs, tous les ouvriers qui bossaient sur ça sont partis faire autre chose. Et combien de temps il faut? Est-ce que le chat sait combien de temps il faut en général pour lancer une chaîne de montage? Il y a un temps généralement précis en mettant les moyens. Combien de temps il faut pour lancer des chaînes de montage? 9 mois, ouais, 9 mois. 3 à 6 mois, c'est vachement optimiste. Hein. Pour quelque chose d'aussi compliqué, allez, entre 6 mois et 1 an. Entre 6 mois et 1 an, eh ben là, les Soviétiques, il n'y a pas un seul avion qui va sortir de l'année 1944. Les premiers exemplaires de la nouvelle génération de Yakolev IR-2 va commencer à arriver fin 44.
fin 44. Et on peut se poser la question, mais putain, les soviétiques, quoi. Ils ont éteint la chaîne de... Je pense que c'est le seul avion de la Seconde Guerre mondiale. Je le pense. J'étais jamais tombé sur ce cas. Où on a éteint les chaînes de montage extrêmement brutalement. Et on les a relancées presque... 3 ans plus tard. Presque 3 ans... 3 ans plus tard. Ils ont relancé des chaînes de montage. Et à partir du printemps 45, 1er janvier 45, le 1er janvier 45, on en a 42 en service. Ils vont recréer des nouvelles escadrilles. Regardez ça. Ça, c'est la nouvelle génération. 1er janvier 45, on en a 42 en service. Et le 10 mai 45, à la fin de la guerre, ils sont 100 en service. Donc ils les ont utilisés à la fin de la guerre pour aller faire, pour la première fois, les utiliser pour faire du bombardement. Du petit bombardement stratégique dans la profondeur, pour s'en servir comme il faut, absolument. Voilà. Et ils les ont gardés après très longtemps, jusqu'en 65. Non, il a pas volé, ils ont pas volé aussi tard. Ils les ont... les derniers, c'est années 50. Ils ont pas volé jusqu'en 65. Ils ont été très tôt remplacés par les B-29, par les B-29 russes, tout simplement. Donc ouais, il y en a encore, à la fin de la guerre, il y en a de plus en plus. Donc les chaînes de montage, elles sont finies quasiment fin 44, et ils vont parvenir à en faire une centaine, donc équiper peut-être 3 groupes de bombardiers en Yermolaïev. C'est totalement unique comme ça qu'on ait coupé la prod d'un avion pour la relancer 3 ans après. Surtout avec les innovations technologiques. N'oubliez pas que vous avez vu l'innovation technologique pendant la guerre, à quel point ce qui se fait en 41 n'a plus rien à voir avec ce qui se fait en 45. Et ben là, vous avez la parfaite représentation du théâtre soviétique qui est pas si technologique que ça. Et c'est vrai que les soviétiques, on se bat en Union soviétique en 41 comme on se bat en 45. On se bat sous 6000 mètres. Et un bon avion en 41, parce qu'il est très bon en 41, là, il est encore extrêmement décent en 45. Et en plus, rappelez-vous, il n'y a plus d'aviation allemande. Hein, pratique. Il n'y a plus d'avions allemands. Donc... c'est win-win. Donc ouais, une belle machine. Il a servi entre autres... donc ouais, il a volé pendant la guerre, mais au compte-gouttes. Comme dit, 400 exemplaires maximum. À mettre en parallèle avec les 36 000 Sturmovik. Vous voyez un peu les échelles soviétiques, mais c'est un avion qui a été sacrifié pour la standardisation des chaînes industrielles soviétiques en 41. Ils ont dégagé... Et ils l'ont fait aussi avec les tanks, hein. Il y avait des tanks prometteurs, ils ont dit non, on va produire que ça, en quantité folle, parce que c'est rustique, c'est simple à produire, c'est de ça qu'on a besoin. Si les soviets ont été capables de autant produire pendant la guerre, c'est parce qu'ils ont standardisé dès 41-42. Et c'est quelque chose que les Allemands n'ont jamais fait, par exemple, de standardiser. Les Américains ont fait pareil. Les Américains, s'ils ont autant produit, c'est qu'ils ont standardisé, et en plus, ils avaient un outil industriel absolument incroyable. Donc non seulement ils ont standardisé, mais en plus, ils pouvaient se permettre d'avoir des chaînes parallèles pour différents modèles, ce qui est le meilleur de deux mondes. Les soviétiques, eux, ont standardisé comme des dingues, et ont sacrifié beaucoup parfois de... Comme quand je parlais du Prevail. Je vous avais dit que les soviétiques avaient parfois sacrifié des pans entiers de leur industrie pour se focaliser sur certains équipements en particulier. Là, vous avez une parfaite représentation. Cet avion, il a été sacrifié sur l'autel de la productivité. Et pourtant, c'était une belle machine, puisqu'il le rappelle. Il le rappelle au printemps 45. Allez, tu reviens. On fait des nouveaux avions. C'est parti. Exceptionnel. Combien d'exemplaires? 400. Ah oui, mais ça, c'est mon stream YouTube qui est... mon chat YouTube qui est à la bourre. Il est magnifique, c'est un superbe avion. C'est un superbe avion tant en termes de design que de performance. Hop là. Regardez ça. Ça, c'est les modèles de 45. C'est pris à l'hiver 1945. Donc c'est la deuxième... c'est les variantes tardives. C'est les variantes tardives avec les moteurs diesel. Osez me dire que cet avion est laid. Regardez-le. Comment il est magnifique. Donc ça, c'est la variante tardive. La guerre est finie déjà depuis plus de 6 mois. Mais il va continuer à voler jusque dans les années 50, avant d'être remplacé par les versions par les B-29 produits sous licence. Les B-29 américains produits sous licence. Donc il a un air de Sterling. Ouais, on peut pas lui enlever ça. Mais il est meilleur que Sterling.
Donc ouais, un très très bel avion. Ils l'ont utilisé, comme dit, ils pouvaient tout faire cet avion. Ils l'ont utilisé comme banc d'essai pour tester les moteurs Argus des V1. Ouais, on savait pas trop ce que c'était, alors on a mis ça sur l'avion. Les Allemands avaient fait pareil avec les BF-110 et tout. Euh, voilà. Donc ouais, un très joli joujou. J'ai pas trouvé de photo malheureusement avec le moteur Argus. J'aurais bien aimé. Mais il a servi de banc d'essai. Et compte de l'ironie. Vous vous rappelez qu'à la base, le STAL-7 avait été construit comme un avion civil. Un transport de VIP. Pour vraiment des gens avec du pognon. Bon, oui, il y a toujours une volonté d'aller rapidement d'un point A à un point B. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont pris des exemplaires du IR-2 et qu'en 44, ils se sont dit, et si on en faisait une version de transport VIP pour l'armée soviétique ou pour les élites soviétiques? C'est con, Staline détestait l'avion. Ah, Staline détestait l'avion. Mais ils ont fait une version, donc il n'y a aucun armement, version extrêmement rapide, ça va à 500 km par heure. Quand il est entièrement allégé, avec juste 2 membres d'équipage, pilote-copilote, c'est un monstre, d'accord? Et ils en ont fait une version avec 12 passagers. Hop là, 3 exemplaires, regardez, avec des cabines séparées, avec les fauteuils. Regardez, les fauteuils. Et c'est plus confortable que ce que j'ai là, dans l'IR2. Hein. Mais là, vous avez la version de transport VIP retour aux sources. Ils ont tenté de modifier l'IR2 sur le plan original de l'avion d'il y a presque 6-7 ans. Et alors, ils vont en faire que 3 exemplaires. Mais malheureusement, là encore, ils vont pas arriver au bon endroit, au bon moment. Et ils seront jamais adoptés. Mais ils vont quand même en avoir 3 qui vont... pour les pontes du régime, bien sûr. Les généraux, les apparatchiks, Yann Luke et compagnie. Voilà, il faut que ça tourne. Donc ouais, un bel avion. Un bel avion, mais qui va jamais percer parce que, il arrive au mauvais endroit au mauvais moment. Et en 45, c'est trop tard. On a des meilleurs modèles qui arrivent, dont le B-29. C'est quoi le nom C'est pas le Tu-4 C'est le Tu-8 C'est quoi le B-29 le B-29 soviète J'oublie. Ma mémoire, vous savez, l'âge, les mecs, les ravages de l'âge. C'est le Tu-4, Tupolev Tu-4, merci. Donc ouais, il y a le Tupolev Tu-4 qui arrive. Et le Tupolev Tu-4 va simplement dégager tous les vieux modèles d'avions soviétiques, que ce soit les IL-4, les P-8 et tout ça. Le Tu-4 va amener un peu le savoir-faire américain dans les escadrilles de bombardement. Et là encore, le pauvre IR-2, l'IR-2, il va passer à la trappe. Hein. Il va passer à la trappe et on va l'oublier. Tellement oublié que je le connaissais pas. Alors, quelqu'un m'a dit, les PGM de War Thunder le connaissent parce qu'il est dans War Thunder. Il est dans War Thunder. Alors, moi, j'ai pas joué à War Thunder au soviet. Ou en tout cas, j'ai jamais joué de bombardier. Donc, je connaissais pas. Mais visiblement, il est dans War Thunder, ce qui est cool. Mais c'est vrai qu'à part War Thunder, si vous n'avez pas joué à War Thunder, cet avion, vous le connaissez pas. Hein. En tout cas, moi, je le connaissais pas. Cold Stalker, est-ce que tu connaissais le Yermoyev... Putain, j'arrivais même pas à le prononcer. Le Yermolayev Yer-2. Parce que moi, je connaissais pas. Je connaissais pas. Négatif. Je suis pas le seul. Parce que c'est un avion totalement inconnu. Il est passé totalement sous les radars, tout le monde. Et c'est vrai que, tant mieux si avec War Thunder... Vous savez, c'est pour ça que j'aime bien War Thunder. C'est que War Thunder permet à des gens qui auraient rien connu aux avions de commencer à s'intéresser à l'aviation. Voilà, très bel exemple. Il y a des gens qui connaissaient le Yermo, Layev, moi pas. Voilà, sympa, hein. Donc ouais, beau joujou, très courte carrière, très courte production, micro-série pour les soviétiques. Comprenez que pour les soviétiques, entre 300 et 400 avions, c'est de la pré-série sans prototype, quoi. Et pourtant, un superbe avion avec de très très belles performances. Voilà. Et c'est la preuve que parfois, même les bons avions, s'ils arrivent au mauvais endroit au mauvais moment, eh ben, bon avion ou pas, vous allez passer à la trappe pour peut-être des modèles moins performants. Mais moins performants certes, mais capables d'être produits en plus grande quantité. Les soviétiques ont produit ce qu'ils avaient besoin à l'instant T, et le Yermolayev est passé à la trappe. Ça les a pas empêchés de le rappeler fin 44 pour en recréer des nouveaux régiments, parce que là, il y avait besoin de petits bombardiers stratégiques moyens
Et le Yermolayev, même en 45, était encore capable de faire ses missions. C'est beau quand même, hein. Je crois que j'ai fait le tour. Ah, je vous avais dit, hein, c'est un petit avion. Hein. Je sais même pas qui a demandé ça. C'est beau, mon chat YouTube, il bug complètement sur Twitch. Il me repasse en boucle les coms. Aucune idée pourquoi. Bon, voilà, j'ai fait le tour. On peut différencier l'ancienne Avoja sur l'extérieur. Ouais, il y a des détails. Mais c'est pas forcément très intéressant. Comme je dis, je suis pas là pour faire trop du boulon. Bah déjà, il y a une grosse remotorisation. Il y a des nouvelles. Ils ont modifié pas mal de choses même sur la verrière et tout ça. Mais ça reste anecdotique. C'est juste une nouvelle version un peu plus performante. Voilà. C'est quoi la semaine prochaine? Bonne question. Je ne sais pas. Alors, planning. Je vais pouvoir supprimer Yermolayev Tier 2. Le TBF Avenger. Je l'ai fait, le chat. L'Avenger. Le TBF Avenger. Rappelez-moi. Il me semble que je l'ai fait. Ah oui, la mémoire. C'est pour ça que j'ai un chat, pour me rappeler. Il me semble, hein, que j'ai fait le TBF Avenger. Ah ouais, parce qu'il y a des gens, parfois, ils m'ont demandé plusieurs. T'as fait le Helldiver, mais j'ai pas fait... J'ai donc peut-être pas fait... Le A26 Invader, je crois que je l'ai fait, le A26. Je crois... Oh. Non, le Natter, c'est un prototype. C'est un prototype. Le Natter, je vais le... Le Natter, je vais le mettre en proto dégueulasse. Comme ça, je pourrais refaire un jour un proto. Voilà. Le Matilda, tu l'as fait. Ça suffit, toi. Ça suffit, toi. C'est pas bien de se moquer. C'est pas bien de se moquer. Il y a le Vulti A31 Vengeance. Le B6N. Je crois que je l'ai fait, le B6N. Le LA7. J'avais déjà parlé du LA5. Et du Lac 3. Mais peut-être qu'on pourrait parler que du LA7. Le Breguet 690. Qui a osé demander ça? Pourquoi pas, hein, éventuellement. Hein. Hop là. Ça, c'est impossible à traiter. Il y a des gens, parfois, ils m'ont demandé des choses tellement impossibles à traiter. Le Tupolev Q2. Ah non. Je l'ai même pas dans la liste, là, je le vois pas. Le T6 Texan, très intéressant. Le Ki 45 au-dessous, sympa. Ouais. L'hypothèse. Bah, j'ai déjà fait des hypothèses, hein. J'ai déjà fait des hypothèses, hein. Hypothèse, c'est un nom d'avion. Hypothèse, il faut me donner le numéro et de quel avion en particulier. Ok. Bon, écoutez, on verra bien. On verra bien. Moi, je vais m'arrêter là. Quelle heure il est? Hop là. Il y en a que t'as pas encore fait même. Tellement. Tellement. Si tu voyais la taille de la liste est longue comme mon bras. D'ici une demi-heure, je relance le live. Et on ira faire la bataille de Cold Harbor. La liste est infinie. Attends, ça c'est que les avions. J'ai la même liste avec les tanks. J'ai deux listes gigantesques. C'est les écuries d'Ogia. C'est un truc de malade. Voilà. Bon, écoutez, si j'ai oublié des choses, ou si des gens connaissent bien l'avion, vous pouvez lâcher un commentaire dessous. Voilà. Bon, sur ce, je m'arrête là. Et sinon, demain. Mais demain, je ferai du Rome 2. Je veux ma revanche. Je relance demain du Rome 2. Et en soirée, on aura une foire aux livres. Demain soir. Et voilà. Il faut faire quelque chose en particulier pour faire une demande d'ajout. Bah, mais tu t'es sub, mec. Tu veux quel avion? Arbeiter. Écris-moi quel avion tu veux. Et il ira sur la liste et tu l'auras possiblement dans 2 ou 3 ans. Comme tous les autres. Bah oui, si vous faites péter un sub, bah, vous avez le droit de choisir un avion. Hein. Tous les avions que je fais là, je les invente pas. Ce sont des subs. Ce sont des gens qui se sont subés, je pense, il y a 2 ou 3 ans. C'est pour un char, mais fais péter le nom de ton char. Hop là. La liste est ouverte. Le T13 beige. Je l'ai fait. Le chat. Vous me le confirmez que j'ai fait le T13 beige? Mais je crois que je l'ai fait et que j'avais même parlé de sa variante en canon anti-char. Avec un 40 mm, je crois. Est-ce que le chat peut me confirmer?
que j'ai fait le T13 beige. Tu l'as fait. Je l'ai fait le T13, je m'en rappelais. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je regardais ça ce soir. Écoute, en espérant que j'ai pas raconté que des conneries. Et si j'ai raconté des conneries, bah tu corriges. Hein, voilà. Le Archer. Mais c'est de la merde le Archer. Hein. Le Archer. Le Archer, c'est de la merde. Quelle horreur le Archer. Mais techniquement, ça a servi quoi. Quelle purge. Bon, je m'arrête là les mecs. Passez une bonne soirée. Je relance tout à l'heure pour du Ultimate Général. Et c'est déjà pas mal. Bon allez, ciao ciao tout le monde, passe une bonne